gens arrivent, là, si vous pourriez vous présenter. Vous avez le chat à votre droite. Donc, c'est possible dans le chat de peut-être nous donner votre nom, le nom de votre entreprise, le type d'entreprise, peut-être de quelle région vous êtes. Je suis toujours curieux de savoir d'où sont les participants. Puis aussi, ce que ça me permet de faire, mais en sachant le type d'entreprise que vous avez, ça me permet de peut-être adapter certains de mes exemples pour s'assurer qu'on peut vous donner le plus de valeur possible. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vois qu'il y a encore plusieurs personnes qui sont jointes. Si vous pouvez mettre votre nom d'entreprise, puis le type d'entreprise que vous avez dans le chat, ça peut m'aider dans le fond, m'assurer que les exemples que je présente sont les plus personnalisés possibles. Donc, on va, pendant que vous prenez le temps d'écrire ça dans le chat, on va mettre un petit message en haut pour les gens qui se présentent, pour dire de se présenter. Donc, on va pouvoir commencer. Fait qu'on a José, qui est une OBNL de la région de Québec, Jamie, qui est une agence de communication à Québec. On a Annick, qui travaille pour la Bouchère à Waterloo, donc on connaît bien la Bouchère. Salut Annick. Audrey, Herbotech, école de formation privée en herboristerie, conseiller en sécurité financière. On a Nathalie, table agroalimentaire du Lac-Saint-Jean. Caroline de Berlois Construction. Donc, on a des gens d'un peu partout. C'est vraiment cool de voir la portée de ces présentations-là. On a une autre personne d'une agence. On travaille avec quelques agences. Fait que peut-être qu'il y a même des exemples qui pourront être pertinents pour vous. Marie-Hélène pour GVM, site d'affichage d'emploi et de recrutement. Vraiment content de vous voir en si grand nombre. On a plusieurs personnes dans la présentation aujourd'hui. C'est vraiment cool. Donc, on va pouvoir démarrer le sujet pour lequel vous êtes inscrit. Automatiser votre entreprise de service. Je serais curieux de vous entendre. C'est quand on parle d'automatisation, quand vous entendez ce mot-là, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Si vous pourriez écrire ça dans les commentaires, je suis curieux de savoir, on part de où aujourd'hui? C'est quoi votre compréhension, du moins? C'est quoi les premières choses qui vous viennent en tête quand on parle d'automatisation? Donc, on a encore des gens qui se joignent à nous. Agence Jason d'EMA 42, agence spécialisée en Web3, Suzy, directrice Tupperware, Nicole en massothérapie, Lova de Montréal. On a vraiment beaucoup de monde. Donc, on a des réponses là, vraiment intéressantes pour la question concernant l'automatisation. Sauver du temps, processus, communication, CRM, gagner du temps, le temps, moins de tâches répétitives, automatiser des tâches récurrentes. Fait que, la répétition se fait seule, sauver du temps. Fait que sauver du temps, ça semble être quelque chose qui revient beaucoup. Puis je pense que tous les points qui ont été mentionnés sont vraiment pertinents. Fait que vous avez quand même une bonne idée de ce que c'est, ou du moins de ce que ça peut vous apporter l'automatisation. Je suis content de savoir ça. Ma promesse pour aujourd'hui, c'est que vous puissiez ressortir de la présentation avec un plan de match pour automatiser votre entreprise. L'idée, c'est que l'automatisation, il y en a plusieurs qui savent pourquoi, ou du moins, c'est quoi que ça a comme avantage, ou qu'est-ce que ça peut amener l'automatisation. L'idée aujourd'hui, ce serait de vous puissiez repartir d'ici, puis que vous ayez une petite idée de par où commencer, c'est quoi les morceaux qui font le plus de sens à faire, puis dans quel ordre. Donc, c'est ma promesse pour aujourd'hui. Sans plus tarder, petit ordre du jour pour vous donner un petit aperçu de la rencontre d'aujourd'hui. On va commencer par me présenter, vous expliquer comment ça, j'aime ça, parler d'automatisation, c'est qui Mathie, pourquoi on parle de ça. Un petit historique de l'automatisation pour comprendre qu'est-ce qui nous a mené jusqu'ici. On va ensuite regarder une étude de cas. Donc, une entreprise, peut-être comme la vôtre, peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître dans les processus qui seront présentés. Mais on va regarder ça de A à Z, puis voir qu'est-ce qu'il y a comme enjeu quand il n'y a pas d'automatisation, puis qu'est-ce qu'il y a comme solution pour automatiser les processus clés d'une entreprise. Donc, à propos, qui suis-je? Mon nom, moi, c'est Jean-Émeric Rioux. Je suis cofondateur de Mati. Ça fait 5 ans, même, je dirais 6 ans, que je suis dans le domaine du web puis des technologies. Fait que, j'ai touché à beaucoup de technologies web. Comme le prochain point l'indique,
plus de 250 outils en ligne testés, puis ce chiffre ne fait que monter. Il y en a probablement qui se demandent, voyons, c'est qui fait les essais gratuits? Qui c'est qui donne son nom pour faire l'essai gratuit des logiciels qu'on se fait proposer en publicité? C'est moi. Moi, j'ai peut-être un problème avec ça, mais j'ai toujours aimé euh, voir qu'est-ce que la technologie pouvait m'apporter. Puis ça, même avant de fonder Nati, dans mon day-to-day, je cherchais toujours des façons, des outils pour rendre mon travail plus efficace, mais surtout plus plaisant. Je trouvais ça vraiment plus le fun de pouvoir utiliser la technologie pour faire ce que j'avais à faire. Puis par le fait même, évidemment, ça permettait d'augmenter ma productivité. Fait que ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire. Je suis partenaire de certaines solutions. Peut-être que certains d'entre vous en connaissent. Zoho, qui est une suite d'outils pour les PME, vraiment intéressante. Make, qui est un logiciel d'intégration qui permet de régler le fameux problème où est-ce qu'on a plein d'outils, mais qui ne se parlent pas nécessairement. Ben, Make, c'est là qui vient nous donner un coup de pouce. Puis ActiveCampaign, probablement que certains d'entre vous en connaissent, probablement que ceux qui ont des agences de communication le connaissent aussi. Donc, ActiveCampaign est un outil pour automatiser des communications marketing. Puis aussi, peut-être pertinent de mentionner, j'ai accompagné plus d'une centaine d'entreprises à résoudre certains de leurs enjeux, à voir comment la technologie pouvait les aider. Donc, j'ai vu plusieurs saveurs des différents processus clés d'une entreprise de service. Donc, assez parlé de moi. Qu'est-ce qu'on fait chez Mati? Ben, ça va un peu dans le même sens. Chez Mati, on va accompagner les entreprises de service dans des plans d'action pour qu'ils puissent résoudre des enjeux d'affaires, puis évidemment, avec la lunette de l'automatisation puis de la technologie. Puis, c'est peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront certains des clients avec lesquels on a travaillé. Comment ça se traduit? C'est comment on fait pour accompagner ces entreprises-là vers des plans d'action? Bien, ça se passe en trois grandes étapes, si on veut. On va tout d'abord devoir faire un diagnostic, fait d'identifier la situation actuelle, d'identifier c'est quoi les opportunités qu'on a. Une fois qu'on a un plan de match, on sait vers où on veut s'en aller, on va avoir la portion implantation. Donc, si on veut arriver à l'étape qui est un peu plus sexy de l'automatisation, bien, ça prend des outils, ça prend de la technologie qu'on va pouvoir automatiser. Donc, on fait des diagnostics pour savoir où est-ce qu'on s'en va. On met en place les solutions qui vont nous permettre de faire l'automatisation. Un petit message, je suis toujours content quand je reçois des beaux mots du travail qu'on a fait chez Mati. Un message de Maggie, qui est une compagnie dans le domaine de la construction, qui fait de la climatisation. C'est une entreprise qui, ses processus ressemblaient beaucoup à l'étude de cas qu'on va parler tantôt. Donc, Maggie qui nous a dit, grâce à Mati, mon entreprise se gère beaucoup plus facilement. Ils sont à l'écoute de vos besoins et offrent un service professionnel, compétent et surtout adapté à votre type d'entreprise, à votre entreprise. Je peux même travailler durant mes déplacements et gérer facilement les opérations de ma compagnie. C'est un point vraiment important dans le dossier qu'on a fait avec Maggie. En mettant les bons systèmes, bien, maintenant, Maggie peut suivre le travail, suivre les contrats sur lesquels ces différentes équipes travaillent, qu'elles soient à la maison, en déplacement. Elle évite d'avoir à gérer différents SMS avec ces différentes équipes. Puis elle me contactait dans un moment où est-ce qu'elle était en croissance, elle cherchait à ajouter plus d'équipes. Puis elle se disait que la méthode qu'elle avait actuellement, même si elle fonctionnait, c'est une méthode qu'elle avait toujours utilisée, sentait que ça allait être difficile de continuer sa croissance avec cette méthode-là. Puis c'est ce qui nous a mené à mettre en place des solutions, une solution technologique et à faire de l'automatisation pour rendre son travail à elle plus facile. Donc, avant de démarrer, j'aimerais ça juste qu'on prenne un petit moment pour regarder qu'est-ce qui nous a mené à où est-ce qu'on est aujourd'hui. L'automatisation, elle a passé par plusieurs phases. Si on veut, il y a plusieurs secteurs, ou du moins plusieurs phases, je dirais, dans laquelle l'automatisation a passé. Première étape, si on pense à plus loin, ben, le secteur manufacturier, c'est souvent un des premiers qui vient en tête. Fait que, précédemment, quand on avait une chaîne de production,
on avait des gens qui étaient sur la table de production, puis chacun faisait sa partie du travail à la chaîne. Donc, c'était vraiment un travail qui était manuel. Puis de fil en aiguille, il y a eu des machines qui ont été faites pour enlever certains travails manuels qu'il y avait à faire. Puis ça a permis d'automatiser une partie des tâches manuelles. Puis évidemment, ben, il y avait quand même des opérateurs, il y avait quand même des gens qui avaient des tâches manuelles à faire, mais de fil en aiguille, ça se précisait de plus en plus. Donc, les machines permettaient d'automatiser des tâches de plus en plus précises. C'est un peu ça, l'évolution de l'automatisation. De plus en plus, il y a des tâches qui sont éliminées. Il en reste encore, mais qui demandent peut-être des compétences plus précises ou l'automatisation peut-être qui serait plus complexe avec la technologie actuelle d'automatiser ces tâches-là. Mais tout ça a commencé avec des tâches qui étaient plus simples que des machines pouvaient faire à notre place. C'est comme ça que ça a starté. Et ensuite de ça, on a les entreprises en technologie qui ont commencé à utiliser les compétences qu'il y avait à l'interne pour développer des façons d'aller un petit peu plus loin, de préciser les tâches qui pouvaient être automatisées. Puis à cette étape-là, je pense toujours probablement que plusieurs d'entre vous ont déjà vu ça. Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo des usines d'Amazon? Pas les usines, mais les entrepôts d'Amazon dans un contexte normal, quand on fait du shipping, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer une picking list, donc une liste avec les items à emballer. Puis on va se promener dans l'entrepôt pour aller chercher les différents items. Mais Amazon se sont dit, non, 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 regarde. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas avoir ta picking list qui va être imprimée, tes items emballés, mais au lieu que tu te déplaces, voir les étagères, on va faire mieux que ça. Les étagères vont se déplacer puis vont venir te voir. Seule chose que tu as à faire, c'est prendre les boîtes. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça, c'est venu simplifier beaucoup le travail, c'est venu automatiser plusieurs pas qui étaient à faire par les employés. Fait que c'est toujours intéressant. Si vous l'avez déjà vu, juste le mettre dans les commentaires, je suis curieux de savoir la quantité de gens qui ont vu passer le même vidéo que moi. Puis sinon, si on reste, ça c'est un petit peu plus poussé en termes d'automatisation, mais si on remonte un petit peu plus loin, pense à des Google. Plusieurs d'entre vous connaissent probablement l'outil Gmail. Mais Gmail, à la base, c'est un outil qui avait été développé à l'interne pour Google. Donc, Google avait développé un outil pour accélérer ou pour simplifier la gestion des courriels, des communications pour les employés. Puis, c'est devenu de fil en aiguille un produit qui a été commercialisé, mais ça démontre juste que ces entreprises-là, ayant la main-d'œuvre pour faire du développement, ben, ils pouvaient développer des solutions qui étaient utilisées pour rendre le travail plus simple. Mais encore là, on est quand même loin de où est-ce qu'on est aujourd'hui. On n'a pas tous les mêmes équipes. On n'a pas d'équipe, en fait, c'est aussi simple que ça. En tant que PME, on ne peut pas avoir une aussi grosse équipe de développement que Google, où est-ce qu'on peut libérer une personne une journée par semaine pour travailler sur des outils internes. Et ensuite de ça, mais on a les logiciels sur mesure qui ont permis de faire avancer un peu plus l'automatisation puis se rapprocher de la cible là, qui est plus les PME. Donc, pour ce qui est des logiciels sur mesure, ben, on parle d'entreprises qui offrent des services de création de logiciels pour simplifier les processus administratifs à l'intérieur d'une entreprise. C'est sûr que c'est des projets quand même d'envergure, puis c'est pas toutes les PME qui pouvaient non plus s'accorder des solutions sur mesure, mais ça a quand même permis, peut-être plus aux moyennes entreprises, ben, d'aller automatiser certains de leurs processus. Mais encore là, on est loin de où est-ce qu'on est aujourd'hui. Oui, il y en a encore aujourd'hui, mais même les logiciels sur mesure ont l'offre s'est beaucoup développée, puis c'est plus compétitif. Puis si on va encore plus loin, donc, on se rapproche d'aujourd'hui, on pense aux opérations du quotidien. L'automatisation, si on remonte au début, c'était des grandes industries, après ça, des grandes entreprises en technologie. Après ça, ça s'est approché des PME. Puis aujourd'hui, on est rendu au point où est-ce que ça fait partie de nos vies à nous. Les opérations du quotidien sont simplifiées. Si on fait juste penser, par le passé, on devait prendre notre voiture, aller à la caisse, à la banque, prendre un rendez-vous avec le ou la commis, faire les opérations qu'on devait faire, déposer des chèques, retirer de l'argent.
C'était comme ça qu'on devait faire pour nos opérations, payer nos factures, bref, ça fonctionnait comme ça. Puis, à un moment donné, est arrivé les guichets automatiques, où est-ce que, ben là, on automatisait le processus d'aller voir le commis, prendre le rendez-vous, puis faire nos opérations. On pouvait faire les opérations à même ce guichet automatique-là, mais encore là, il fallait se déplacer. Puis si on regarde à aujourd'hui, ben encore plus simple que ça, aujourd'hui, on a accès sur nos appareils à faire ces opérations-là. Fait on a une technologie qui nous permet d'automatiser, pas juste le fait de faire une rencontre avec quelqu'un pour faire ces opérations-là, mais aussi on est en mesure de pas se déplacer. Donc, du confort de notre chez nous, on peut faire les mêmes, on remplit le même objectif qu'on remplissait en se déplaçant, en prenant rendez-vous avec quelqu'un. Fait que ça a quand même beaucoup évolué à partir de là. Pourquoi automatiser? Donc ça, c'est une question que je pense que certains ont déjà mis des bons points. Je serais curieux de vous entendre pour ceux même qui sont joints à nous. Pourquoi automatiser? C'est quoi le point où, avant d'en choisir un, c'est quoi le plus gros avantage d'automatiser? Puis en même temps, je vais juste en profiter pour mentionner, si vous avez des questions au long de la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On a quelqu'un qui nous aide, on a Caroline qui nous aide là, à valider, à noter les différentes questions. Fait que, si les questions permettent d'ajouter de la valeur dans la section qu'on est, je vais m'assurer de répondre à cette question-là. Si la question, je crois qu'elle est pertinente quand même, mais que ça s'adresse peut-être moins dans cette section-là, je vais les adresser à la fin. Fait n'hésitez pas de les mettre vos questions. Ça me fait plaisir d'y répondre et de prendre un moment à la fin. Donc, on a gagné du temps sans perdre de performance, éviter les erreurs, on a libéré des ressources, on a minimisé les erreurs, on a évolué avec votre entreprise, on a libéré du temps, on a moins de charge mentale. Fait qu'on a beaucoup de super bons points qui sont ressortis. Donc, encore une fois, gagner du temps, ne pas perdre des clients. Fait que c'est tous des super points. Ben, regarde, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Fait que, économiser du temps, évidemment, c'est un des points qui revient le plus. On a seulement 168 heures par semaine. Tout le monde. Il y a pas il y a personne qui en a plus, malheureusement. On a 168 heures dans une semaine. Qu'est-ce que vous pourriez accomplir si vous aviez une heure de plus par semaine? Vous seul le savez, mais probablement que ça vous permettrait d'en accomplir beaucoup plus. Il y a le risque d'erreur. Fait que quand on parle du risque d'erreur, mais je pense toujours au jeu du téléphone. Donc, le jeu du téléphone, pour ceux qui se rappellent, on se met tout en cercle. Puis, moi, je dis quelque chose à la personne à ma gauche, puis la personne à ma gauche dit la même chose à la personne à sa gauche, du moins sa compréhension. Puis, ça fait le tour, puis ça nous revient à nous. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on fait le jeu du téléphone, on se rend toujours compte qu'il y a une déformation dans l'information. Il va y avoir une interprétation qui va se faire avec chacun des intervenants. Puis, ça permet, en fait, pas ça permet, mais ce que ça a comme impact négatif, c'est l'information, il va avoir, l'intégrité de l'information va être attaquée, là, du moins tout le long de la chaîne. Puis, on se rend compte que le risque d'erreur est grand quand il va y avoir plusieurs intermédiaires, quand plusieurs personnes vont devoir interpréter l'information. Fait qu'en automatisant ça, en ayant un lien direct, on s'assure d'éliminer ce risque d'erreur-là. Garder ses employés, fait que ça, c'est un point peut-être qu'on pense moins souvent, même s'il y a plusieurs personnes qui ont mis des points à ce sujet-là. C'est difficile actuellement de faire de l'embauche. Je sais pas pour vous, mais pour la majorité des entrepreneurs que je rencontre, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, de pouvoir garder ses ressources en ayant des processus qui sont plus simples, qui sont plus efficaces, qui sont plus faciles à faire, bien, c'est sûr que ça a un impact sur les ressources humaines. Donc, ça va rendre le travail, la description de tâches plus plaisante pour les employés. Excusez-moi. Puis, ça va faciliter aussi l'accueil de nouveaux employés. Fait que si vos processus sont simples, bien, ça va être facile de les montrer aux nouveaux employés, puis ça va être facile pour eux de suivre ces processus-là.
Quelques chiffres qui sont assez criants. Au niveau de l'automatisation, selon une étude qui a été faite par McKinsey, jusqu'à 45% des tâches pourraient être automatisées. C'est assez énorme quand on pense à ça. Peut-être que c'est pas toutes les tâches qui pourraient être automatisées, qui devraient être automatisées parce que le travail que ça représente les automatiser est plus grand que ce que ça va nous sauver. Mais même si c'est la moitié, ça reste un chiffre assez important quand même. Les entreprises perdraient en moyenne de 20 à 30% de leurs revenus chaque année dû à des processus qui sont inefficients. Ça, c'est quand même criant comme chiffre. C'est beaucoup qui est perdu de ce côté-là parce que soit les processus ont pas bien été définis, on n'a pas pris le temps de s'asseoir, de prendre un peu de recul puis de valider que les processus étaient toujours pertinents suite à notre croissance. Peut-être que justement, il y a des tâches dans ces processus-là qui pourraient être retirées. C'est assez criant comme statistique. Puis pour ceux qui ont des équipes de vente, je suis désolé de vous dire ça, mais les vendeurs passent en moyenne seulement 35% de leur temps à vendre. Tout le reste du temps est passé à prendre des notes de meeting, à rentrer les notes de meeting dans le CRM, mettre à jour le CRM, faire des soumissions, calculer des devis. Tout ce temps-là n'est pas mis à être devant des clients, n'est pas mis à présenter votre produit ou service. Puis ça a un impact sur les revenus qui sont générés par les équipes de vente. Ça, c'est une statistique que je trouve assez intéressante pour avoir moi-même là, été dans des équipes de vente dans le passé. Ça fait une méchante différence si on peut libérer du temps à ces vendeurs-là pour qu'ils puissent ramener plus de revenus à l'entreprise. Puis, tout le monde sait très bien ça sert à quoi l'automatisation. Tout le monde le mentionné, du moins dans le chat, je vois que vous êtes au courant de ça sert à quoi, qu'est-ce qu'il y en est. Comment ça, vous êtes dans la présentation aujourd'hui? Si vous savez à quoi ça sert l'automatisation, bien, il y a des freins à ça. T'sais, oui, malgré qu'on sait que l'automatisation, c'est quelque chose qui est pertinent, bien, première des choses, vous n'avez pas les mêmes moyens que les grosses entreprises. Mettons, on parle de Amazon avec des usines ou des entrepôts robotisés. C'est pas à la portée des PME. C'est même chose, des logiciels sur mesure. Ben, c'est quand même des projets qui sont assez, c'est beaucoup d'envergure, ces projets-là. C'est pas nécessairement quelque chose qui est facile pour les PME. Vous avez peur de rendre ça plus complexe. Ça, c'est tout à fait légitime. Il y a tellement de solutions, tellement de façons d'automatiser vos tâches. C'est difficile de savoir laquelle prendre. Puis c'est difficile de prendre quelque chose avec la certitude que ça va vraiment simplifier les trucs, puis qu'on a pensé à toutes les implications que ça avait. Puis vous manquez de ressources. Vous n'avez pas nécessairement le temps de prendre du recul, d'analyser vos processus, de faire les recherches pour trouver les bons outils, de planifier tout ce qu'il va avoir à faire pour que l'automatisation se passe bien, un, puis deux, s'assurer que c'est facile à déployer, puis que les ressources à l'interne se servent de ces outils-là. Donc, c'est des freins qu'on entend souvent, puis qui vont souvent empêcher ou qui vont amener les gens à rester dans le statu quo et à rester dans la situation actuelle qui fonctionne. Il y a une bonne nouvelle, je ne suis pas ici juste pour vous rappeler les freins qui existent. Ben, l'automatisation, pour des choses, c'est quelque chose qui est accessible pour votre entreprise. C'est possible de mettre en place de l'automatisation pour simplifier votre travail et celui de vos collègues. Première des choses, l'industrie des logiciels, elle s'est énormément développée. Il y a une quantité énorme d'entreprises de logiciels, quantité énorme de logiciels qui existent. La bonne nouvelle à ça, c'est plus que de solutions, plus que de compétition, puis évidemment, ça a un impact sur les tarifs des solutions, sur les investissements que les PME vont avoir à faire. Fait que c'est rendu très accessible pour des PME, les différentes solutions qui existent pour simplifier et automatiser votre travail. Il y a des solutions qui sont maintenant cloud. Avant, ce qu'on devait faire, c'est avoir un logiciel qui était sur notre ordinateur, puis ce logiciel-là était difficilement accessible. Il fallait se connecter avec un VPN. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quelque chose qui est quand même complexe quand tu cherches la simplicité. Ben maintenant, les logiciels, c'est plus aussi compliqué que ça. Les logiciels, c'est sur un serveur.
qui est accessible là, de partout, là, que vous soyez à la maison, que vous soyez au bureau, que vous soyez sur la route. Vous avez juste à vous connecter sur cet outil-là, puis vous allez pouvoir accéder au logiciel. Ce que ça apporte de plus, les solutions cloud, bien, ça apporte l'accès à des API. Donc, un API, ce que c'est une façon de communiquer, de faire communiquer des logiciels ensemble sans qu'on ait à faire les opérations manuellement. Je prends un exemple. Si vous avez un CRM, ben, vous devez aller mettre à jour le nom ou le numéro de téléphone du client. Ben, avec un API, on peut prendre le numéro de téléphone du client, aller le porter dans votre CRM sans que vous ayez à utiliser l'interface. Donc, ça permet, comme vous doutez bien, d'automatiser beaucoup de vos processus. Et il y a la subvention, donc il y a des subventions qui existent pour accéder à la technologie. Il y a plusieurs formes d'aide, que ce soit encore une fois, des subventions, ça peut être des prêts qui sont faits par certaines institutions. Donc, c'est accessible. Vous avez maintenant des subventions, que ce soit pour la formation de vos ressources, pour utiliser les nouveaux outils. Il y a plusieurs types de formations selon votre industrie, de subventions sur votre type d'industrie, puis ça rend ça pas mal plus facile. Le gouvernement veut vous aider à ce que votre entreprise soit plus compétitive. Le gouvernement est au courant que c'est difficile le recrutement de main-d'œuvre, donc c'est que de simplifier vos processus peut vous aider dans ces temps-là. Donc, on rentre dans le vif du sujet. L'étude de cas, donc, cette section-là va vous permettre de voir, peut-être de vous reconnaître à certains processus, mais surtout de voir c'est quoi les opportunités qui sont devant vous pour résoudre les enjeux que vos processus amènent. Donc, on a l'entreprise qu'on va regarder, c'est Michael. C'est l'entreprise de Michael, qui est une entreprise en toiture. La manière que ça fonctionne actuellement pour lui, c'est assez manuel. Là, ça fonctionne bien. Il y a certains processus qui sont définis, mais il y a peu de technologie dans son entreprise. Michael est au courant de ce que la technologie pourrait faire, mais un peu comme vous, c'est plus difficile de réserver de son temps pour prendre du recul, pour travailler sur ses processus, puis surtout, il ne sait pas nécessairement quels des outils mettre en place. Dans une entreprise de service, on va avoir plusieurs processus clés qui vont être importants. Nouvelle demande, donc quand on reçoit, quand un client nous contacte pour nos services, ça va être le processus de nouvelle demande, comment on traite cette demande-là. Ensuite de ça, information client et vente. Donc, où est-ce qu'on va accéder à l'information de nos clients? Comment on structure notre cycle de vente? Les rencontres clients, donc c'est la prise d'information. Comment on prend l'information qui est nécessaire pour déterminer qu'est-ce qu'on va avoir à estimer, donc qui est le processus d'ensuite. Donc, l'estimation, comment on prend l'information que le client nous a donnée, puis on transforme ça en une offre de service, donc une proposition pour le client. On a ensuite l'ouverture de dossier. Donc, une fois que l'estimation, l'offre de service qu'on a envoyée au client est acceptée, il faut passer la balle entre l'équipe de vente puis l'équipe de production. Il faut faire l'ouverture du fameux dossier, puis prendre toute l'information qui vient avec ça. Puis ensuite de ça, on a la gestion de projet. Donc, c'est beau d'avoir fait la vente, c'est beau d'avoir passé la balle de l'équipe de vente à l'équipe de gestion de projet, l'équipe de production, mais il faut gérer ce projet-là, il faut s'assurer de suivre le projet à travers les différentes étapes. Puis une fois que ce projet-là est fait, on a le service après-vente, donc il faut s'assurer de savoir est-ce que le service a répondu aux demandes du client, puis aussi d'aller chercher du feedback, donc d'aller chercher des commentaires pour optimiser notre service. Donc, comment ça marche pour Michael, son processus de nouvelle demande? Les clients vont visiter son site, vont aller écrire sur le formulaire de contact du site web, puis Michael, il va recevoir un courriel avec la demande du client. Michael, lui, veut rencontrer ses clients. C'est important pour lui de s'asseoir avec les clients, de comprendre c'est quoi les matériaux qui les intéressent. Il veut parler avec ses clients, donc il va habituellement échanger quelques courriels pour trouver des disponibilités avec le client. Ça arrive des fois, même plus souvent qu'il l'aimerait, qu'il doit échanger
5, 6 courriels pour trouver une disponibilité. Il envoie des dispos, le client, il renvoie d'autres dispos, ça fonctionne pas, mon Michael, renvoie des dispos, et ainsi de suite. Je pense que c'est peut-être même déjà arrivé à certains d'entre vous. Quand il se tanne, il va prendre le téléphone, il va appeler le client, puis il va valider dans son agenda papier quand est-ce que je peux passer dans ce secteur-là pour faire l'estimation. Puis, une fois qu'il trouve une disponibilité commune, il va aller noter dans son agenda papier le rendez-vous avec le client, avec l'adresse, puis les informations de contact si jamais il arrive quoi que ce soit. Ça fonctionne bien, il a toujours fonctionné comme ça, mais l'enjeu peut-être qu'on voit de ce côté-là, c'est plus difficile pour la collaboration. La personne qui travaille au bureau peut malencontreusement prendre un rendez-vous en même temps que Michael, puis ça fait un peu plus de travail administratif pour déplacer le rendez-vous quand il y a du double booking. Aussi, s'il va engager d'autres vendeurs, là, ça devient plus difficile de gérer les différents horaires si c'est fait de façon papier. Bref, c'est un peu un frein à sa croissance. Puis c'est évidemment, ça peut rajouter même des tâches dans les différents processus. Donc, la solution proposée pour ce type de processus-là, le calendrier en ligne. Donc, si on est tanné de courir après ses clients, d'échanger mille et un courriels, de mettre en place une solution qui va permettre de donner, de donner les rênes au client, donc le client puisse choisir le moment qui lui convient le plus, ça va avoir plusieurs avantages qui sont assez positifs. Première des choses, si le client peut plus rapidement arriver à ses fins, donc trouver un moment pour avoir une estimation, pour avoir un prix, ça donne plus de chances que le client fasse affaire avec vous. Si il visite votre site, puis là, il faut qu'il envoie un email, puis là, il n'y a pas de retour tout de suite, versus votre compétiteur, où est-ce que là, il peut tout de suite choisir son rendez-vous, puis qu'il y a une finalité dans son processus de recherche. Mais les chances sont qu'il risque de faire, il y a plus de chances de faire affaire avec votre compétiteur qu'avec vous si c'est plus complexe de prendre contact avec vous, puis d'avoir une finalité dans son processus à lui, le processus du client qui est de trouver un fournisseur potentiel. Il y a une multitude de solutions qui existent pour le calendrier en ligne. Il y en a pour toutes les sections. Je vais vous présenter des outils. Il y en a probablement une centaine pour chacune des sections. Il n'y en a pas nécessairement une qui est meilleure qu'une autre, puis je m'explique. Dépendant de votre contexte, certaines solutions vont être plus adaptées pour vous. Puis c'est pas parce qu'une solution est la plus adaptée pour vous qu'elle va nécessairement être la plus adaptée pour un de vos amis entrepreneurs ou pour quelqu'un que vous connaissez. Donc, c'est très, très personnel. Ça dépend vraiment de votre entreprise, de vos processus, puis des autres outils avec lesquels il faut jouer. Donc, moi, j'ai décidé de vous présenter des exemples avec Zoho Bookings. On connaît très bien Acuity, puis Calendly. Probablement que plusieurs d'entre vous connaissent Calendly. Il y en a même qui doivent avoir un compte avec Calendly. Donc, le calendrier en ligne, on va regarder Zoho Bookings, mais les fonctionnalités vont se ressembler d'un outil à l'autre. Donc, comme on disait tantôt, la prise de rendez-vous est rapide. Donc, on a accès à une vue assez... C'est une vue c'est assez visuel, l'interface peut être présentée, je m'excuse. On a une vue calendrier, donc le client peut voir c'est quoi les moments qui sont disponibles. Donc, comme ça, le client, en un coup d'œil, sait quelle date choisir. Ensuite de ça, il va voir les heures qui sont disponibles. Donc, ça permet de prendre le rendez-vous de façon assez facile, puis ça permet au client de le faire rapidement aussi. Ça se synchronise avec votre calendrier. Pourquoi c'est hyper important ça? Souvent, on entend quand on parle de calendrier en ligne, les gens ont une réticence des fois à faire ça parce que ils veulent pas être double bookés, ils veulent s'assurer que les rendez-vous qu'ils ont vont pas se rajouter par-dessus des rendez-vous personnels ou des empêchements ou quoi que ce soit. En synchronisant ça avec votre calendrier, l'outil va aller voir c'est quoi les rendez-vous qui sont déjà là, puis il va afficher seulement les disponibilités. Puis ça m'amène à un autre point. Souvent, on va entendre, je veux pas mettre mon calendrier en ligne. Ce qui fait énormément de sens. On veut pas que les gens nécessairement voient qu'est-ce qu'on a à l'horaire. Ce qu'on veut, c'est donner certaines plages à nos clients qui conviennent à nous, puis qui permettent aux clients de choisir celles qui conviennent pour lui. Aussi, ce qui est important de noter dans ces solutions-là, c'est
on va pouvoir dire que certains types de rendez-vous sont seulement certaines journées de la semaine ou certains blocs d'heures. Puis qu'est-ce qu'il y a d'important pour ça? C'est juste pour ramener le point. Des fois, j'entends que les gens, ils peuvent pas mettre ça en ligne parce qu'ils veulent garder un contrôle sur leur horaire, ce qui fait, encore une fois, énormément de sens. Par contre, ces outils-là vont donner des fonctionnalités qui vont permettre de mettre les mêmes critères que vous utilisez quand vous prenez un appel puis vous placez un rendez-vous dans l'horaire. Fait que, si vous êtes capable de choisir à quel moment placer le rendez-vous, ben dites-vous qu'il y a des possibilités de mettre ces critères-là dans l'outil pour s'assurer que le client choisit une disponibilité selon les critères que vous utilisez quand vous le faites de façon manuelle. On va avoir des confirmations personnalisées quand on va utiliser un outil comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ça? Bien, si on utilise des confirmations personnalisées, on peut donner de l'information précise au client pour le laisser se préparer à notre rencontre. Donc, dans le cas de Michael, ce qui pourrait être intéressant, bien, si il veut absolument que le client soit là puis que la clôture soit débarrée pour faire son estimation, bien, dans son type de rendez-vous de rencontre exploratoire ou d'estimation, il va pouvoir mentionner cette information-là au client pour s'assurer que le client est prêt à la rencontre, que Michael ne perd pas son temps à se présenter une place où est-ce qu'il ne peut pas faire son travail. On a aussi des formulaires qu'on peut remplir. Fait que là, c'est de l'autre côté. Le message de confirmation permet au client de se préparer. Mais le formulaire, lui, permet de demander des informations précises pour que nous, on puisse se préparer à cette rencontre-là. Donc, s'il y a de l'information qui nous permet d'avoir une présentation plus personnalisée quand on rencontre le client, évidemment, c'est hyper intéressant de pouvoir avoir cette information-là avant de se présenter à la rencontre. Ça améliore l'expérience client, puis ça nous permet d'aller un petit peu plus vite ou du moins d'optimiser ce qu'on présente au client. Sur le même ordre d'idée que préparer le client, les rappels SMS, ben, ça va nous permettre de s'assurer que les clients sont là. Dans le cas de Michael, ça est arrivé trop souvent qu'il se présente à faire une estimation chez un client, puis que le client soit pas là, puis qu'il puisse pas faire sa rencontre comme il a l'habitude de faire. Puis Michael, il sait que quand il fait pas des rencontres avec le client, il sait à peu près, parce qu'il ne peut pas vraiment le calculer précisément, mais il sait que quand il y a des rencontres avec quand il va chez le client et que le client n'est pas là, son taux de conversion est beaucoup moins haut. Donc, les rappels SMS vont éviter ce genre de situation-là. Puis, il y a possibilité de mettre un buffer, un moment tampon avant le début puis la fin de l'événement. Ça évite si une rencontre s'étire, ben, qu'on soit à deux places ou même ça permet de laisser de la place pour qu'on puisse se déplacer entre nos rendez-vous. Donc, en gros, le calendrier en ligne, c'est plus rapide pour le client, plus intéressant aussi. On évite les maudits échanges inutiles, excusez-moi. On a des confirmations qui sont personnalisées, donc permettent au client de se préparer. Les formulaires pour que nous, on se prépare, puis on s'assure de synchroniser ça avec notre calendrier pour éviter qu'on soit à deux places en même temps. Les informations clients et les ventes. La façon qui fonctionne, Michael, pour les informations clients puis ses ventes, ben Michael, il a son agenda papier, évidemment. Il y a les informations de ses clients sur son agenda de papier. Il y a certaines informations du client dans ses courriels. Il y a certaines informations de ses clients sur des post-it. Des fois, quand il prend des appels, il ne trouve pas son agenda. Il y a des informations de ses clients dans son logiciel comptable. Il y a des informations de ses clients que c'est un collègue qui a. Donc, vous voyez un peu la mécanique. Il y a des informations de ses clients partout, mais nulle part un peu en même temps. Puis, oui, c'est vrai, il y a aussi des informations de ses clients sur le tableau blanc qu'il utilise qu'il utilise pour suivre ses ventes. Fait qu'il y a un tableau blanc avec des colonnes dans lesquelles il met le nom de ses clients. Puis, il est en mesure de savoir il est rendu à quelle étape avec ses clients. Puis aussi, c'est vrai, il y a aussi des informations de ses clients sur le calendrier qu'il a au mur pour planifier sa production. Donc, c'est difficile quand même pour Michael. L'enjeu qu'on voit, c'est quelle la source de vérité, puis aussi, c'est que c'est beaucoup de recherche d'informations. Il faut qu'il demande à son collègue, il faut qu'il ait regardé à 3-4 différentes places pour avoir les dernières informations du client. C'est pas nécessairement facile de ce côté-là. Puis si on regarde plus au niveau des ventes,
ben, d'avoir son tableau blanc, c'est pas pratique, mais quand il n'est pas au bureau, ça l'est un peu moins. T'sais, là, il doit valider si quelqu'un au bureau pour que la personne puisse lui envoyer une photo, appeler quelqu'un pour poser une question. Bref, il n'est pas en contrôle de son cycle de vente si facilement. Le cycle de vente n'est pas accessible. La solution pour ça, il y en a qui en ont parlé tantôt, un CRM. Donc, de CRM, qu'est-ce que ça veut dire? Customer Relationship Management. En français, l'acronyme, c'est GRC, donc gestionnaire de la relation client. Ben, tu sais, on est tanné de perdre des papiers puis de chercher des informations dans les courriels. Ben, l'idée, c'est d'utiliser un CRM qui va agir comme carnet d'adresses où est-ce qu'on va structurer les différentes informations. Ça va nous permettre d'avoir accès aux informations à différents endroits sans avoir à appeler personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que votre CRM va être un logiciel cloud, comme on parlait tantôt, qui va être accessible autant à la maison, au bureau, sur votre appareil mobile, sur la route. Vos collègues vont avoir accès à l'information que vous leur donnez accès. Donc, le CRM va permettre de simplifier l'accès aux données, de structurer l'information surtout. Puis ça va être un élément assez clé quand on veut faire de l'automatisation. C'est notre base de données qui va nous permettre de pousser de l'information dans nos différents systèmes ou même d'amener de l'information d'un logiciel de prise de rendez-vous, disons. Est-ce qu'il y en a qui ont des CRM? Je suis curieux de vous entendre. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont mis certains CRM en place? Puis si oui, je serais curieux de savoir quels des CRM. Vous allez voir, j'en ai mis juste deux, puis c'est intentionnel. Il y en a des centaines de CRM. C'est un segment de marché dans le logiciel qui est extrêmement compétitif. Donc, Zoho CRM, c'est lui que c'est les exemples que je vais présenter aujourd'hui. Il y a Pipedrive qu'on connaît très bien aussi. Il y en a qui ont mentionné Equisoft, qui ont mentionné HubSpot. Il y en a une multitude de CRM. Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire, de votre type d'entreprise. Donc, comme je mentionnais tantôt, le cycle de vente plus structuré, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, on a un peu le tableau blanc que dans le fond, Michael utilisait. C'est juste qu'il est accessible de partout. Fait qu'il y a ça d'intéressant avec un CRM. Les données qu'on va structurer dans notre CRM vont être accessibles dans des rapports. Donc, on va pouvoir sortir des rapports pour c'est quoi la moyenne de nos ventes, c'est quoi la moyenne de vente de ce vendeur-là, combien ce vendeur-là a ramené de ventes, où se situent les offres, les ventes qu'on a à faire dans ce trimestre-là, est-ce qu'on est proche de nos objectifs, combien de clients potentiels nous ont contactés. Fait que, bref, il y a une multitude d'informations. Tout ce qu'on structure dans le CRM, on va pouvoir ressortir les données, les indicateurs de performance clés pour votre entreprise. Donc, c'est quelque chose qui peut nous aider beaucoup à réorienter les efforts qu'on fait au niveau des ventes. Ensuite de ça, on a des suivis de priorité. Donc, trop souvent, ce qu'on va entendre, c'est que les vendeurs ne font pas assez de suivi ou qu'il y a des suivis qui ne sont pas complétés dans l'entreprise ou des projets qui sont échappés à cause de ça. Mais dans un CRM, on va pouvoir mettre des suivis de priorité essentiellement. On va pouvoir se mettre des rappels à des dates précises avec des alarmes qui vont nous envoyer des courriels pour ne pas oublier des rappels importants qu'on a à faire avec des clients, soit pour faire des suivis de projet, que ce soit pour faire juste une relance pour un nouveau projet, que ce soit de la prospection. Bref, on a une façon simple de toujours être au courant de c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qu'on ne devrait pas oublier aujourd'hui pour s'assurer que notre cycle de vente soit en santé. Puis ensuite de ça, on a l'accessibilité de l'information. Je suis pas trop fan peut-être du CRM sur la montre. Là. Pas que je suis pas fan, mais en fait, je vois un peu moins la pertinence, sachant qu'on a toujours le téléphone cellulaire dans nos poches. Mais c'est accessible de partout, sur différents appareils, tablettes, ordi, téléphone. Fait que ça rend ça vraiment plus facile si on n'a pas besoin d'être sur un ordinateur de bureau pour trouver le numéro d'un client, pour ajouter une note sur un client. Si c'est facile d'y avoir accès, on a plus de chances de le noter dedans
que de l'écrire sur un des 8 post-it qui est collé sur notre bureau. Fait un CRM va permettre d'avoir un cycle de vente qui est structuré, de rendre l'information accessible, de clarifier les priorités de tous et chacun, puis surtout de se rappeler des trucs qui sont importants à faire dans l'entreprise. Ensuite de ça, la fameuse rencontre client. Mais comment il fonctionne, Michael, c'est qu'il y a un carnet d'estimation. C'est une feuille qui est structurée avec des questions à poser. Puis c'est avec ça qu'il va aller faire ses rencontres. Fait qu'il y a plusieurs questions, puis c'est une feuille sur laquelle il va remplir les cases, va mettre ses mesures, va faire un petit schéma des zones qui sont un peu plus dangereuses ou qu'il faut faire attention, qui vont influencer son estimation. Puis c'est avec ça qu'il va faire sa rencontre. Le hic qu'on a avec une méthode comme ça, malgré que ce soit structuré, que ça uniformise l'estimation, peu importe le vendeur, le hic qu'on a avec ça, c'est qu'un coup qu'on l'a écrit sur cette feuille-là, ben, on va avoir de la retranscription d'informations qui va être à faire. C'est peut-être un point qui est un peu négatif d'une solution comme ça. Ce qu'on suggère fortement, c'est l'utilisation d'un formulaire en ligne. Donc, le formulaire en ligne va être vraiment pertinent pour simplifier tout ça. Fait que, au lieu de remplir un formulaire papier, puis après ça, de devoir retranscrire les mesures ou de retranscrire les informations sur le besoin du client dans notre base de données, bien, le formulaire en ligne, il va pouvoir nous aider là-dedans. Il va être accessible en ligne par nous, par nos collègues, puis va nous assurer qu'on puisse faire de l'automatisation, ce qui est plus difficile à faire avec une feuille de papier. Encore une fois, des multitudes de solutions. Je veux pas m'étendre sur tous les types de solutions qui existent. On va regarder des exemples avec ZooForms, mais Google Forms est une solution que vous devez connaître. Typeform, une solution vraiment très intéressante aussi. Le gros avantage du formulaire en ligne, c'est l'automatisation. On remplit un formulaire, puis ensuite de ça, selon le formulaire, bien, ça va aller remplir des informations, ça va aller chercher de l'info dans le CRM, ça va aller créer ou mettre à jour le client et l'entreprise selon l'information qui a été récoltée. Puis ensuite de ça, ça va aller ajuster la demande du client. Puis ça va aller même préparer le devis. Dans plusieurs cas, c'est ce qu'on fait avec des clients, c'est que selon l'information qui a été prise pour calculer l'estimation, ben on va utiliser leur grille de prix pour créer un devis modèle ou un devis brouillon, je m'excuse, puis ils vont utiliser ce devis-là pour qui vont valider, finaliser, puis qui vont pouvoir ensuite faire une proposition avec. Fait que, le formulaire, ce qui est cool, c'est qu'il va être relié directement au CRM. Fait qu'on va avoir un bouton dans le CRM, un lien dans le bas du CRM qu'on va pouvoir cliquer dessus. Ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir le dit formulaire, mais ça va créer un lien entre le formulaire et la fiche du client pour simplifier l'automatisation qui va se faire par la suite. Puis on a, ce qui peut être intéressant d'utiliser des solutions comme ça, c'est que vous avez le contrôle par la suite. Une solution comme ça, vous allez avoir une interface de création qui est extrêmement facile à utiliser. Ça vous permet de mettre à jour vos questionnaires et de vous assurer que tout le monde qui l'utilise peut répondre aux mêmes questions que vous, ou du moins peut prendre la même information que vous. Puis on peut faire des règles, des logiques dans nos formulaires. Fait, selon des réponses du client, on peut approfondir en posant certaines autres questions. Mais si le client si le client répond à la négative à votre question, ben on évite de poser une question qui ne fait pas de sens dans cette situation. Fait que vos formulaires vont permettre de structurer vos rencontres, d'uniformiser les rencontres qui vont être faites par vous et vos collègues, puis surtout d'automatiser la fameuse entrée de données. Pour l'estimation, Michael, la manière qui fonctionne, c'est que son carnet d'estimation qui a rempli sa feuille d'estimation, quand il ne la prend pas ou il l'oublie pas dans son pick-up, il va prendre l'information qu'il y a dessus, puis il va la retranscrire dans son fichier Excel pour faire le calcul du devis. Puis il va ensuite de ça prendre un document Word. Souvent, il prend un document Word qu'il a envoyé à quelqu'un d'autre, il fait une copie, puis il va essayer de trouver toutes les places qui a mentionné le nom du client pour changer pour le nom du dernier client. Ça arrive des fois qu'il oublie le nom de l'autre client. Puis un coup qu'il a fait ça, ben là, il va prendre son calcul du fichier Excel, va mettre son tableau dans son fichier Word, va le sortir en PDF, va l'envoyer au client. Puis si le client l'accepte, va l'envoyer avec une signature PDF, là, Adobe, va prendre Adobe,
mettre une signature, va renvoyer ça par courriel, ou certains qui sont un peu plus à l'ancienne méthode vont imprimer le PDF, vont le signer, puis vont le renvoyer par courriel après l'avoir scanné, ou même par fax. Des fois, en construction, il y en a encore qui utilisent ça. C'est comme ça qu'il fait. Les enjeux qu'on voit avec ça, ben, il y a de la retranscription de données, donc il y a un risque d'erreur qui est fait, comme si on oublie le nom d'un client à quelque part. Il y a de la retranscription aussi pour le fichier de calcul, fait qu'il peut y avoir des erreurs là. C'est long aussi là, de générer le PDF, de monter un courriel, d'envoyer le courriel, puis là que le client nous renvoie un courriel. Fait il n'y a pas vraiment de possibilité d'automatisation aussi avec ça, ou du moins c'est très précis, très difficile à faire. Fait que ce qu'on propose pour ça, c'est un logiciel de proposition qui vient simplifier grandement ce processus-là. Un logiciel comme ça va vous permettre de générer des documents selon des modèles en utilisant l'information qui est accessible dans votre CRM. Donc, toute l'information qui a été prise lors de la rencontre avec le client. Donc, son formulaire, le formulaire que vous avez rempli, il vient remplir votre CRM, puis vous utilisez un bouton dans votre CRM pour générer un modèle selon l'information qui a été récoltée dans votre rencontre avec le client. Plusieurs outils sont intéressants pour ça, les plus connus ou du moins ceux qui sont les plus utilisés. PandaDoc, Proposify et Quiller. Je vais vous présenter certains exemples avec PandaDoc. Donc, pour PandaDoc, on a des modèles de propositions qui sont hyper intéressants. Fait on peut faire, on a un éditeur assez riche là, qui nous permet de faire des modèles qui se présentent bien, qui permettent de mettre de l'avant votre image de marque. Ensuite de ça, on a des grilles de prix. Fait que le gros avantage avec ça, c'est qu'au lieu de mettre une grille Excel statique, mais là, on va avoir une grille de prix qui permet de présenter des options, fait que des cases à cocher pour que le client ait à choisir les différentes options qui l'intéressent. Puis ça permet aussi de mettre des champs de quantité. Donc, on pourrait dire ici si la quantité est éditable, donc le client pourrait choisir de prendre 10 banques d'heures, une pour chacun de ses collègues. C'est possible de faire ça, fait que ça évite évidemment du back and forth. On a un catalogue de produits. Donc, si vous avez des produits ou des services qui ont la même description puis vous voulez garder une uniformité, on peut les mettre dans la base de données de cette façon-là. Chaque personne qui va faire une soumission va envoyer l'information de la même façon. Puis comme je vous disais, c'est connecté à partir du CRM. Donc, on peut cliquer sur un bouton pour ensuite de ça choisir le modèle qui nous intéresse. Puis quand le client va vouloir accepter, il n'y a pas besoin de nous renvoyer le document signé. Il va remplir les informations de facturation qui vont être envoyées dans le CRM, qui vont aussi être envoyées à la comptable, puis va ensuite signer électroniquement, ce qui va permettre de déclencher une automatisation. Donc ça, c'est du chinois pour vous dire que ça va envoyer l'information à une automatisation, l'information qui a été remplie dans le document pour déclencher les actions qui sont pertinentes pour vous. Donc, le logiciel de proposition va permettre de réduire le temps à faire des propositions à une trentaine de minutes à une dizaine de minutes. Va permettre de donner plusieurs options, donc d'éviter du back and forth, d'avoir plusieurs modèles avec des exemples des travaux que vous avez déjà faits pour chacun des services clés. On s'assure d'écrire les produits et les services de la bonne façon. On automatise la facturation puis l'entrée de données. Donc, ça rend ça vraiment plus facile pour l'ouverture de dossier. L'ouverture de dossier, comment on rend ça plus simple? Une fois que le document est signé, on va utiliser un outil comme Integromat ou Zapier pour, dans le fond, connecter le logiciel de proposition à votre système de facturation. Puis, aux différents outils que vous utilisez. Dans le cas de Michael, lui, qu'est-ce qu'il doit faire pour l'ouverture de dossier? Lui, ce qu'il doit faire, c'est quand il reçoit le document signé, il doit aller créer manuellement dans ses différents systèmes les informations du client, aller mettre les informations sur ses tableaux, sur son calendrier au mur. C'est beaucoup d'étapes manuelles. Ça peut être sauvé en faisant de l'automatisation. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand le document est signé, on va aller mettre à jour les informations dans le CRM. On va aller voir si le client existe dans notre logiciel comptable, le créer ou le modifier selon les informations de facturation les plus récentes. Puis ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer la fameuse facture, créer le projet dans notre logiciel de gestion de projet, puis ajouter le document en copie pour que l'équipe puisse voir c'est quoi le dossier qui a été accepté.
Donc, pourquoi automatiser cette partie-là? Pourquoi automatiser l'ouverture de dossier? Bien, ça se fait automatiquement. Les informations, ils sont exactes. Puis, on met à jour le dit CRM avec les informations les plus récentes que le client nous a données pour qu'on s'assure que les données sont à jour dans le système pour nos collègues qui vont s'en servir. Pour la gestion de projet, je vais essayer d'aller plus rapidement. Je vois que le temps file. Pour la gestion de projet, le problème avec la gestion de Michael, c'est qu'il échange beaucoup de SMS avec son équipe. Ça devient difficile pour lui de gérer l'avancement des travaux. Ce qu'on propose dans un cas comme ça, c'est d'utiliser un logiciel de gestion de projet. C'est un logiciel, ce genre de logiciel-là va vous permettre de garder les communications relatives à un projet au bon endroit, puis de détailler c'est quoi les tâches qui doivent être faites, et vous aider dans tout ce qui est les inventaires, les échéanciers, je m'excuse, qui doivent être faits pour le projet. Donc, on va regarder des exemples de Zoho Projects aujourd'hui. Donc, l'outil va vous permettre de voir c'est quoi le statut des différentes tâches, des différents projets. Fait qu'en un coup d'œil sur peu importe vos appareils, vous êtes capable de voir qu'est-ce qui avance puis qu'est-ce qui bloque. Vous pouvez faire des modèles de projets. Fait que s'il y a des types de projets que vous faites souvent, bien, au lieu de les créer à chaque fois, au lieu de partir du début puis de créer chacune des tâches, bien, vous pouvez utiliser ces modèles-là pour sauver du temps et simplifier le travail de création, planification du projet. Comme je vous disais tantôt, les communications se font en même l'outil, fait qu'on est capable de suivre pour une tâche précise s'il y a eu des pépins, s'il y a des trucs qui sont arrivés pour donner des comptes rendus aux clients, puis surtout, faciliter la collaboration avec les collègues. On est capable de voir la charge de travail, donc de voir qui on va planifier à quel moment selon leur disponibilité. On a des échéanciers, donc une permettent de voir c'est quand est-ce qu'on peut prendre un nouveau projet, quand est-ce qu'on pourrait finir ce projet-là avec le client. Donc, c'est définitivement un outil qui va vous aider, le chef de gestion de projet, à suivre les priorités et à gérer le temps de votre équipe. Donc, le fameux service après-vente. Donc, Michael, comment il fonctionne pour son service après-vente? Certaines fois, il va faire des appels avec le client pour savoir comment ça a été. Puis selon ce que le client dit, il risque d'envoyer des équipes pour faire des ajustements, pour faire des touch-ups s'il y a quoi que ce soit. Puis il va noter ça sur un post-it ou sur son agenda. Par contre, l'enjeu qu'il y a avec ça, c'est que ça peut être difficile de faire la comptabilisation des notes à la fin de l'année et puis de voir c'est quoi qui marche versus c'est quoi qui ne marche pas dans le service qu'on offre aux clients. La solution, ben, un outil de sondage électronique va permettre de régler ces enjeux-là puis de simplifier, de s'assurer qu'on le fait à toutes les fois, de s'assurer que les questions qu'on pose sont uniformes, de s'assurer que c'est facile de prendre action sur les réponses qu'on va recevoir. On va regarder des exemples de Zoho Survey. Donc, un formulaire qui est facile à remplir, le client peut le faire avec son téléphone, peut le faire avec son ordinateur. Ça va nous permettre d'avoir des visualisations vraiment intéressantes. Est-ce que nos clients ont de la satisfaction pour nos services ou c'est quelque chose où notre service n'est pas où est-ce qu'il devrait être ou les clients ne nous recommanderaient pas. Comme vous pouvez voir dans l'exemple ici, les clients ne recommanderaient pas les services. Donc, ça nous amène à nous questionner peut-être sur le processus qu'on a. Ça s'intègre avec votre CRM, donc il y a moyen de faire des automatisations pour que aussitôt qu'un projet est terminé, ça envoie automatiquement le sondage. Comme ça, on évite d'oublier de poser la question à nos clients. Donc, pourquoi un sondage électronique? C'est rapide, on peut compiler nos données, on peut automatiser ça avec le CRM, puis on peut même déclencher des scénarios spécifiques selon la réponse du client. Fait que si le client est vraiment pas satisfait, ça peut créer une tâche au vendeur ou peu importe à l'équipe de service de communiquer avec le client. Donc, je vais vous montrer un exemple précis d'automatisation pour vous montrer les possibilités qui s'offrent à vous. On a une cliente dans le monde du divertissement qui avait un processus de réservation de date et de création de devis. Donc, tout son processus là, de nouvelles demandes jusqu'à l'estimation, c'était quelque chose qui était quand même assez lourd. La cliente avait des soumissions qui étaient quand même complexes à calculer. Elle avait un processus où est-ce qu'elle devait réserver des dates stand-by, puis approuver ces dates-là quand il y avait une confirmation. Fait que ça ne pouvait pas nécessairement se régler avec les outils qu'on voit habituellement pour la prise de rendez-vous.
devait créer les devis puis les envoyer à ses clients, créer ses clients dans son système selon les réponses qu'elle recevait. Une fois qu'elle avait l'acceptation, elle devait confirmer les dates puis ajouter de l'information dans ces événements pour que ces acteurs puissent avoir l'information du contrat. Il y avait beaucoup de morceaux à faire. Puis ce processus-là prenait au moins 1 heure à faire par demande qu'il recevait. Pour vous mettre en contexte, il recevait plusieurs dizaines de demandes dans les gros rushs. Évidemment, c'est pas comme ça tous les jours de l'année, mais vous pouvez vous imaginer que c'est beaucoup de temps de travail, beaucoup de temps administratif à mettre pour traiter les demandes des clients. Puis on veut les traiter rapidement si on veut que les clients soient satisfaits. Donc, évidemment, vous voyez venir, on a fait une super belle automatisation avec ça. Donc, pourquoi je vous montre ça, c'est que peu importe votre situation, il y a des options qui s'offrent à vous. Peut-être que certains processus, la solution est trop complexe ou ça ne vaut pas la peine de mettre en place pour ce que ça va vous sauver, mais il y a définitivement des opportunités d'optimiser les processus. Puis, même si votre situation est complexe, il y a des façons de l'approcher, des façons de décomposer le problème pour qu'on puisse vous aider et simplifier les processus que vous avez en main. Ça, c'est une autre automatisation qu'on a faite une fois que le contrat était signé. Puis ça, c'est des automatisations. C'est très cool de faire des automatisations comme ça. On a vraiment beaucoup de plaisir à simplifier les processus-là, puis surtout à lui sauver des heures et des heures de travail. C'est définitivement des mandats qui sont stimulants. Fait que je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a des processus qui ont été présentés qui vous font penser à certains de vos processus? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains exemples? Ben, c'est tout à fait, si oui, c'est tout à fait normal. Si certains morceaux qui vous disent quelque chose, mais que c'est pas tout à fait ça, c'est souvent ce qu'on entend aussi. Des exemples d'automatisation, je serais pu vous en parler pendant des heures. Mais là, je vois que le temps file, fait que, on va pouvoir garder ça court. On commence où? Comment l'automatisation peut vous sauver? Comment est-ce qu'on démarre? Il y a plusieurs logiciels, comme on parlait tantôt. Il y en a une multitude d'outils qu'on peut mettre en place pour chacun des processus. On start où? Mais probablement, on va prendre un step back. C'est quoi les déclencheurs qui vont vous dire qu'il y a de l'automatisation à faire? Ben, si l'information est inaccessible, si c'est difficile pour vous ou vos collègues de trouver certaines informations, c'est probablement un point important ou un point qui vous indique qu'il y a une automatisation ou qu'il y a un système qui pourrait être mis en place. Si les processus sont lourds, ça fonctionne comme ça, vous avez toujours fait ça comme ça, mais il y a un petit quelque chose qui vous dit que ça pourrait être mieux. Il y a quelque chose qui pourrait être simplifié là-dedans, mais vous ne savez pas par où le prendre, vous ne savez pas, vous n'avez pas nécessairement le temps peut-être de prendre un step back puis de l'analyser. Probablement qu'il y a quelque chose de pertinent à faire là, puis que il y aurait un diagnostic intéressant à faire. C'est les tâches qui sont répétitives. Si vous avez des tâches que vous faites plusieurs fois par semaine, voire par jour, probablement qu'il y aurait une automatisation qui pourrait être faite. Puis ce que je vous invite à faire, demandez à vos collègues, à vos employés, de faire une liste, de prendre 5 minutes et de lister c'est quoi les trucs qu'ils font de façon récurrente à tous les jours. Puis vous pourriez être surpris de la quantité de tâches récurrentes qui pourraient être automatisées. Puis si vous avez des post-it un peu partout sur votre bureau, probablement qu'il y aurait un système qui permettrait de structurer cette information-là, qui faciliterait la collaboration. C'est pas que j'aime pas les post-it, c'est juste que je trouve ça difficile à automatiser, puis j'ai vraiment un amour pour l'automatisation. Fait que c'est pour ça que j'aime ça quand la même information est structurée dans un système. Ça me permet de faire un peu plus d'automatisation pour vous. Fait que comment on fait pour bien automatiser sa PME? Premièrement, il faut identifier c'est quoi les processus clés de votre entreprise. Ensuite de ça, il faut rechercher puis designer une solution qui va correspondre à vos processus, à vous puis à vos enjeux. Une fois qu'on a ce plan de match-là, qu'on a designé la solution, mais il faut mettre en place de l'automatisation, il faut mettre en place les solutions, puis automatiser. Puis une fois que c'est mis en place, étant donné que votre entreprise est en croissance, puis la majorité des entreprises avec lesquelles on travaille sont en croissance, mais il faut faire le suivi des données puis optimiser les processus selon votre croissance. Fait que ça, c'est ce qu'on fait avec la majorité des clients.
on va mettre en place des systèmes, on va mettre en place des automatisations, mais s'il y a plus de gens qui rentrent dans l'équipe, si vos services évoluent, bien évidemment, peut-être qu'il y a de nouveaux processus qui vont s'ajouter. Il va falloir trouver des façons de simplifier et d'automatiser ces mêmes processus-là. Je vous demande, je suis curieux de savoir, ça aurait quoi comme impact si les informations de vos clients étaient à jour? Vous n'auriez plus besoin de relancer personne. Vous auriez juste une place à trouver l'information de vos clients. Combien de temps ça pourrait vous sauver? Combien d'énergie négative ça pourrait vous sauver de pouvoir trouver ça facilement? Si chacun de vos employés aurait 10 minutes de plus par jour, mais 10 minutes de plus par jour, c'est une semaine de travail. Ça aurait quoi comme impact si tous vos employés auraient une semaine de travail de plus? Si les vendeurs pourraient passer 20% plus de temps à vendre, c'est quoi l'impact que ça pourrait avoir sur le revenu qui est généré? Fait que, pour ceux qui se demandent, il y en a peut-être qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne avec Mati, comment on fait pour aider les entreprises avec ça. Première des choses, c'est de faire une rencontre exploratoire. Fait que la rencontre exploratoire, c'est une rencontre qui sert aux deux parties. C'est autant à l'équipe de Mati de voir, ben, est-ce qu'on est qualifié pour aider cette entreprise-là? Est-ce que c'est le genre de processus qu'on peut aider? Est-ce que c'est le genre d'enjeu qu'on connaît et qu'on pense qu'on peut régler? Est-ce qu'il y a un fit? Est-ce qu'on pense qu'on aurait du fun à travailler ensemble? Parce qu'on se met les mains dans vos processus. C'est un travail d'équipe de mettre en place des solutions comme ça. Donc, c'est important pour nous de sentir qu'il y a un fit et qu'on va pouvoir faire un projet qui va être le fun avec vous. Puis de votre côté, c'est la même chose. C'est de voir est-ce que vous pensez que vous auriez du fun à travailler avec nous? Puis ça permet de détailler un peu plus votre besoin et de s'assurer qu'on comprend la même chose et qu'on s'en va dans la bonne direction. Une fois qu'on a fait cette rencontre-là, on a la portion stratégie d'automatisation. Fait qu'une fois qu'on a identifié le besoin, qu'on a détaillé c'était quoi les enjeux, bien là, c'est de voir comment c'est où est-ce qu'on veut se rendre, première des choses, c'est quoi la situation actuelle, puis c'est quoi les chemins qu'on peut prendre pour se rendre à destination, c'est un des points qui est hyper important. Donc, la stratégie d'automatisation va nous permettre de voir où vous êtes actuellement, où est-ce que vous voulez aller, puis quel est le meilleur chemin pour se rendre à cette destination-là. Fait qu'essentiellement, c'est de faire un plan de match qui est clair. Une fois qu'on a ce plan de match-là, c'est de réaliser le plan de match, fait que d'implanter les solutions qui vont nous permettre de faire de l'automatisation. Donc, qui me mène à mon prochain point. Une fois qu'on a mis en place les solutions, on va mettre en place les fameuses automatisations. Puis on fait ça habituellement par sprint. Donc, on va faire des cycles d'automatisation en se concentrant sur les automatisations qui ont le plus grande valeur ajoutée au départ. Puis, de fil en aiguille, faire des automatisations de plus en plus précises. Un peu comme l'évolution d'automatisation que je vous parlais tantôt. On met au départ les machines pour ensuite commencer à développer des solutions qui sont de plus en plus précises à votre entreprise. Puis la première rencontre, la rencontre exploratoire, je vous rassure, c'est une rencontre qui est sans frais. C'est vraiment une rencontre qui nous permet d'explorer les deux, de voir est-ce que le besoin, on peut l'aider, est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît, est-ce qu'on peut vous apporter de la valeur. On peut pas embarquer dans tous les dossiers, c'est vraiment important pour nous de choisir les dossiers dans lesquels on embarque. Ce qui est intéressant par contre, c'est que pour l'entrepreneur, ben, c'est une rencontre avec une analyse d'affaires pendant trentaine de minutes, quarantaine de minutes, qui permettent de discuter de vos enjeux. Puis, plus souvent qu'autrement, 90% du temps, les gens, ils vont ressortir avec l'information pertinente de cette rencontre-là, qu'on puisse les aider ou pas. Souvent, on a testé un outil, on connaît un partenaire qui peut les aider. Fait que c'est des rencontres qui sont extrêmement intéressantes pour l'entrepreneur, qui nous permet de les aider dans 90% des cas. Donc, pour cette rencontre-là, je vous invite à planifier une rencontre avec un analyste d'affaires. Il risque d'avoir une boîte qui va apparaître sur quelque part dans votre écran. Donc, si vous cliquez là, vous allez avoir accès à mon outil de prise de rendez-vous. Donc, évidemment, je vous parle de mettre en place un calendrier en ligne. J'ai mis en place un calendrier en ligne. Donc, vous avez juste à cliquer là-dessus, choisir la disponibilité qui vous convient, puis on pourra discuter ensemble de votre situation, de vos enjeux. C'est quelque chose que je pense qui est pertinent pour vous. Ensuite de ça, en fait, suite à cette rencontre-là, on va avoir l'heure juste sur c'est quoi, ça ressemble à quoi comme envergure de projet. Donc, je réponds à une question, je pense que Caroline mentionnait, si on est capable d'évaluer les coûts.
on peut pas avoir une évaluation hyper précise tant qu'on n'a pas défini le chemin, tant qu'on n'a pas la destination claire puis la situation actuelle, c'est difficile de tracer l'itinéraire précisément et donc d'évaluer les coûts précisément, mais on a quand même une idée dans quelle grosseur de projet on s'embarque, puis c'est quelque chose qu'on va mentionner à nos clients. Donc, pour rassurer Caroline, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mentionner. Fait que je vous invite à prendre un moment. Si vous avez des questions plus précises pour votre type d'entreprise, réservez un moment. Vous avez déjà tenté de mettre en place des outils, puis vous n'êtes pas trop sûr par où l'approcher ou si les outils que vous avez en place, c'est les bons. Prenez un moment avec moi, puis ça me fera plaisir de discuter avec vous. Donc, on est rendu à l'étape des questions. Donc, je pense qu'il y a certaines questions dans le chat. On va prendre le temps de les compiler. N'hésitez pas à mettre vos questions aussi. Ça me fera plaisir d'y répondre. Si je peux vous donner un petit point d'information qui peut vous aider, ça va me faire plaisir de le faire. Fait que je vais juste prendre une petite gorgée, puis on va pouvoir regarder les différentes questions. Donc, on a Isabelle qui mentionne à quel moment le CRM devrait être implanté dans une entreprise. Est-ce qu'il doit y avoir un nombre minimum de clients ou tu suggères de l'implanter dès le lancement de la compagnie? Évidemment, comme beaucoup de réponses, c'est difficile des fois d'avoir des absolus. Ça va être relatif à plusieurs situations. C'est sûr que de structurer l'information de ses clients, d'avoir une base de données dans laquelle on a l'information de nos clients, puis que par la suite, moi je pense, j'aurais tendance à dire que on veut avoir ça le plus rapidement possible parce que plus rapidement on commence à bien structurer l'information de nos clients, plus facile ça va être d'avoir une croissance, donc de gérer plus d'informations clients puis de faire l'automatisation. Fait que je pense pas qu'il y ait un nombre minimum de clients à avoir. Je pense que le plus rapidement possible, on devrait structurer l'information de nos clients à quelque part. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser toutes les fonctions des CRM les plus avancées au départ? Peut-être pas, mais d'avoir une place où est-ce qu'on peut structurer leur information, je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis c'est important de se questionner dès le départ de l'entreprise sur c'est quoi les processus clés qu'on a, c'est quoi les façons qu'on peut rendre ça le plus simple. C'est sûr que ça va évoluer. Que vous soyez au départ de votre entreprise, que vous soyez, que ça fasse 2 ans, 5 ans que vous êtes en entreprise, vos processus vont continuer d'évoluer. Je suis d'avis que ça évolue plus au départ, mais de faire une réflexion puis d'avoir des systèmes sans trop rendre ça complexe. Si on a certains systèmes, certains outils technologiques, ça va nous aider dans notre croissance. On a Caroline qui demande est-ce que le logiciel Sage a un API? Tout dépendant de la version, il y a Sage Bureau qui, lui, il y a possibilité de faire des connecteurs, mais c'est quand même quelque chose qui est pas, c'est pas hyper robuste, ces connecteurs-là, puis ça va pas être, c'est pas une solution qui est hyper robuste, donc on recommandera pas nécessairement. Mais Sage 50 Cloud, là, je sais pas si je nomme la version comme il faut, mais je sais qu'eux ont une version qui permet d'avoir un API. Fait que c'est possible d'automatiser certains trucs avec une des versions de Sage. Si tu veux réserver un moment avec moi, Caroline, on pourra regarder la version de Sage là, que tu as, puis voir c'est quoi les possibilités qu'on a avec ça. Puis dans tous les cas, je connais des gens aussi qui connaissent bien le logiciel Sage. Fait que, bref, ça peut être pertinent de se prendre un moment si tu veux qu'on explore ça plus en profondeur. On a ensuite David qui nous mentionne est-ce que les bots Messenger, c'est aussi dans vos cordes? Pour ce qui est de comment expliquer, pour ce qui est d'outils technologiques, de choisir des outils technologiques, on peut accompagner les gens, on va regarder la solution dans l'ensemble de tout ce qui est plus rédiger les messages. On n'est pas une firme marketing, fait tout ce qui est rédaction visuelle, c'est un peu moins notre tasse de thé, mais d'aider à faire du sens de comment structurer l'information, puis comment approcher l'intégration dans un outil. C'est des trucs qu'on peut aider. Ça dépend de ce que tu as en tête. Écoute, le mieux des fois, c'est de prendre un moment pour regarder ça ensemble puis voir est-ce qu'on peut vous accompagner. Dans certains cas, je dirais oui. Dans certains cas, j'ai dû refuser des dossiers parce que c'était beaucoup plus marketing comme dossier puis on voyait moins la valeur qu'on pouvait apporter. Fait que bref,
on pourra discuter de ça plus en détail. Michael qui dit, tu parlais que les logiciels personnalisés sont coûteux, mais combien coûte ce genre d'automatisation? Je ne sais pas quel genre d'automatisation tu fais référence. Peut-être que tu fais référence à l'automatisation que j'ai présentée pour l'ouverture de dossier, je pense, quand l'automatisation était signée. C'est difficile de donner un montant fixe parce que ça dépend vraiment peut-être du nombre de modèles, du nombre de types de factures qui doivent être faites suite à l'acceptation, du nombre de produits. C'est quelque chose qui est difficile à donner un prix exact. Je vois finalement que tu parles du cas réel. Ça, je veux juste... Ben, ce projet-là, c'est vrai que c'est un projet qui a été fait en plusieurs phases, puis c'est pas juste ça qui a été fait, fait que ça serait difficile de te donner le montant simplement pour l'automatisation. Mais une automatisation, il faut dire que ça peut prendre moins de 10 heures dans certains cas, c'est une automatisation simple. Puis une automatisation plus complexe comme celle qui a été présentée dans le cas réel, ça peut prendre plusieurs dizaines d'heures. Mais évidemment, dans un cas comme ça, quand on va investir plusieurs dizaines d'heures sur une automatisation, ben c'est parce que ça va nous sauver plusieurs dizaines d'heures de façon récurrente. Fait que la cliente, ça lui sauve plusieurs dizaines d'heures par semaine, puis dans ces temps les plus chauds, ça lui sauve une dizaine d'heures par jour. Fait qu'évidemment, comme dans tout, l'idée va toujours être de mettre en place des solutions quand que le potentiel de cette solution-là va être plus grand que l'investissement qui est à faire. Fait que c'est sûr que quand on fait la stratégie d'automatisation, puis qu'on identifie les opportunités qu'on a, les systèmes à mettre en place, les automatisations qu'on peut faire, ben c'est à cette étape-là qu'on va être capable de voir aussi, ben est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut la peine de faire cette automatisation-là? Est-ce qu'on va aller chercher un retour qui est suffisant? Donc, c'est une super bonne question que tu poses, Michael. Puis c'est important pour nous d'arriver dans les mandats, pas juste faire l'automatisation pour faire l'automatisation, mais s'assurer que ça a un impact. C'est définitivement les mandats qui sont les plus fun à faire quand on sait qu'on va sauver littéralement des dizaines d'heures à un client par semaine. Donc, on a David qui dit, je vois que Zoho va toucher le premier. Quand êtes-vous content avec Pipedrive et lead scoring, email automatisé? Ben, peut-être pour faire du mélange sur ce que je mentionnais tantôt concernant tout ce qui est plus marketing. On n'est pas une firme de marketing. Oui, j'ai un background. J'ai travaillé dans une agence de marketing par le passé, fait que je connais ces concepts-là. J'ai déjà joué avec ces concepts-là, puis j'aide des clients avec ActiveCampaign, là, mais pour la portion plus technique de l'outil. Fait que, mettons, Pipedrive en soi, très confortable avec l'outil. Je l'ai utilisé et implanté quelques fois. Par contre, ce qui est plus marketing, c'est un peu moins c'est un peu moins le genre de service qu'on peut offrir une valeur au client. On va vraiment se concentrer sur tout ce qui est simplifier les processus, mettre en place des solutions, mettre en place de l'automatisation pour éliminer des tâches qui sont répétitives ou qui n'ont pas de valeur ajoutée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, on a David qui dirait oui, ça répond à la question, mais content de savoir que j'ai pu bien l'adresser. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions. Si oui, c'est le moment ou jamais pour votre question. Ben, écoute, je suis vraiment content que vous soyez ici que vous soyez venus ici en aussi grand nombre. C'est assez hallucinant à toutes les fois de savoir la quantité de personnes qui se présentent à ces rencontres-là. Ben, premièrement, si vous voulez avoir un coup de main, si vous voulez savoir comment on peut vous aider avec l'automatisation, ou si vous voulez juste être capable de savoir par où commencer pour l'automatisation, juste échanger avec quelqu'un pour explorer un besoin, ben, n'hésitez pas à réserver un moment avec le lien qui est présenté. Et sinon, ben, encore une fois, merci d'avoir été là en aussi grand nombre. Passez une super journée, puis à la prochaine.